Et c'est bon pour vous? Faut retaper sur PowerPoint. D'accord. Donc là, maintenant, je peux reprendre la place. Ouais, tu reprends la fenêtre. Nous y sommes arrivés. On vit dans un monde moderne. Non. Alors, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous présenter nos travaux de recherche que nous faisons donc à l'Institut de minéralogie et de physique des matériaux et de cosmochimie, où nous sommes avec Jean-Claude. Est-ce que vous verriez un inconvénient? Est-ce que j'enlève mon masque? Ou est-ce que vous préférez que je le garde? Je peux l'enlever? C'est plus facile pour parler. Ah, puis je reste loin de toute façon. Donc, je suis pas malade. Voilà. Donc moi je travaille effectivement dans cet institut comme Jean-Claude et j'ai la chance de bénéficier de la collection de minéralogie. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'un minéral, je vais à la collection puis je demande et en général on me trouve ce dont j'ai besoin et on me le prête. Et c'est vrai que ces dernières années j'ai travaillé beaucoup sur les diamants de la collection. Parce que les diamants que nous étudions, ce ne sont pas les diamants qui sont communément connus, c'est-à-dire ces pierres magnifiques, taillées, toutes belles, qui font des beaux bijoux, qui sont transparentes de couleurs. Nous, on étudie plutôt les crapauds, en fait, les diamants qui sont pas jolis et qui ont plein de choses à l'intérieur, parce que ce sont des renseignements très, très intéressants pour nous, pour l'intérieur de la Terre. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas, par exemple, du Hope, qui est ce diamant magnifique qui est visible au musée de la Smithsonian à Washington, qui a eu une histoire très rocambolesque, puisqu'on sait aujourd'hui que ce diamant bleu de 45,5 carats, qui est le diamant le plus visité au monde, c'était le diamant de Louis XIV. Je vais vous parler des autres diamants avant qu'on en fasse des bijoux, en fait. Alors, je vais faire quelques rappels et excusez-moi, pardonnez-moi si vous savez déjà tout ça, je ne savais pas trop comment adapter mon discours. Le diamant, c'est du carbone pur et c'est la forme de haute pression, on appelle ça un polymorphe de haute pression du graphite qui est la forme stable du carbone à la surface de la Terre. C'est-à-dire que pour faire du diamant, il faut de la pression et de la température. Et il faut se trouver dans la Terre à partir d'une certaine profondeur, c'est-à-dire au-delà de 100 km de profondeur. Selon la température, cette profondeur peut varier, pour pouvoir cristalliser du diamant, transformer le graphite en diamant. Donc ici, vous avez un coin qui est représenté, qui correspond aux zones cratoniques dont nous allons parler dans un instant, mais on peut aussi faire du diamant bien au-delà, très très profondément dans la Terre, on va en parler aujourd'hui. Et ici, rapidement, donc le système cristallin du graphite qui est hexagonal, qui devient beaucoup plus compact et beaucoup plus solide et qui devient un système cubique. Le diamant est donc cubique face-centré. Voici comment on trouve les diamants dans la nature quand on a de la chance. La forme privilégiée, c'est évidemment la bipyramide, l'octaèdre. Mais on observe aussi plein de morphologies de diamants dans la nature différentes. Donc soit des beaux octaèdres comme ça, avec des petits trigons ou sans. On peut avoir aussi des formes beaucoup plus arrondies et on peut aller jusqu'au dodécaèdre. On a aussi des diamants qui vont avoir des formes un peu bizarres, comme ce magnifique diamant triangulaire qui est à la collection de mines Paritex, à l'école des mines, et qui m'a été prêté aussi par Héloïse Gaillou, avec qui je travaille beaucoup, qui est la personne qui s'occupe de cette collection. On peut avoir des diamants qui sont cubiques. Alors, ils peuvent être cubiques et avec des polycristaux, pas trop transparents, ou cubiques totalement opaques, comme celui-ci, là. Et là, on parle de diamants fibreux, parce qu'en fait, ces diamants sont opaques parce qu'ils sont plein d'inclusions, de toutes petites micro-inclusions fluides. Donc, ils sont pas du tout transparents. Et en général, ils ont cette forme de cube. Et puis, on a des diamants mixtes qui vont avoir à la fois une couronne fibreuse, pleine d'inclusions, et un cœur monocristallin. On parle de diamants enrobés. En anglais, ils appellent ça les coated diamonds. Voilà un autre diamant enrobé. Donc, on imagine que l'histoire de cristallisation de ce diamant, elle a été un petit peu compliquée. On rencontre également des diamants polycristallins, polyphasés, maclés. Donc ici, vous avez de jolies macles de diamants, par exemple, ici. Et puis, on rencontre aussi ces choses-là. À les regarder, on ne pourrait pas le croire, mais ce sont aussi des diamants. Il s'agit d'une phragmésite. Et ici, c'est un carbonado. Ce sont peut-être des noms dont vous avez entendu parler. En fait, c'est un agglomérat cimenté de tout petits cristaux de diamants. Et ce sont des diamants dont on a beaucoup de mal d'ailleurs à comprendre l'existence. Parce que le problème que nous avons, nous scientifiques, c'est de comprendre comment les diamants se forment dans la Terre. On a aussi des diamants qui sont mixtes, qui vont être à la fois cuboïdes et octaédriques. Jean-Claude les connaît bien, il les a beaucoup étudiés.
Ce sont les diamants astériés. Donc voici les diamants que Jean-Claude a étudiés dans sa publication sur les canaux de rose. Et puis ici, ce sont deux magnifiques diamants de la collection des Cloizeaux qui m'ont été prêtés par Cristiano Ferraris, qui s'occupe, lui, de la collection de minéralogie du Muséum d'Histoire Naturelle, parce qu'à Paris, on a beaucoup de chance. Nous avons 3 magnifiques collections, et donc plein de possibilités pour avoir des échantillons exceptionnels à étudier. Alors, comment on explique ces différentes morphologies de diamants que l'on trouve dans la nature ? Les explications les plus reconnues sont qu'il s'agirait d'un processus de cinétique, en fait. Ça dépend de la vitesse à laquelle ils poussent, les diamants. Donc, quand le diamant pousse tranquillement, quand il prend son temps pour se former, il est plutôt sous forme d'octaèdre. Quand il n'a pas trop le temps, il va virer plutôt en forme cubique. Il va même pouvoir éventuellement faire des amas de polycristaux. Donc voilà, on a cette forme graduelle qui va correspondre à une augmentation, en fait, de la vitesse de la croissance. C'est ce qui est écrit dans les livres. Ensuite, lorsqu'on a ces formes plutôt dodécaédrales ou plutôt arrondies, là, on fait appel à un autre processus, c'est la résorption. Parce qu'en fait, on a découvert que les diamants, ils étaient aussi mangés, résorbés dans le manteau ou dans les conduits magmatiques. Et donc, ces formes-là résultent plutôt, en fait, du fait que le diamant, il a été abîmé, érodé, après avoir cristallisé. Les diamants, il y en a de plein de couleurs. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de la couleur des diamants, mais je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. Ici, c'est un exemple de toutes les couleurs, mais il y en a d'autres, que l'on peut rencontrer dans les diamants bleus, les diamants roses qui sont très rares, et puis bien évidemment les diamants les plus chers, les plus coûteux, ceux qui sont totalement transparents en fait. C'est la transparence du diamant qui fait sa valeur. Alors comment on explique la couleur des diamants ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est la présence d'impuretés, c'est-à-dire d'autres atomes qui vont se substituer au carbone. Je vous ai dit que le diamant, c'était bonjour monsieur, bonjour. C'était du carbone pur, mais vous pouvez avoir des atomes qui vont se substituer au carbone. La plus importante impureté dans le diamant, c'est l'azote. Et l'azote donne au diamant une couleur jaune. Selon que le diamant a de l'azote ou n'en a pas, comme c'est l'impureté majoritaire, on a défini une classification. Les diamants de type 1 ont de l'azote, les diamants de type 2 n'en ont quasiment pas. Ensuite, on a des sous-catégories. On a le 1A, cela veut dire en fait que, ou le 1B, et cela veut dire en fait que l'azote va se substituer différemment dans la maille cristalline du diamant. Il va y avoir plus d'atomes d'azote, seulement 2 ou 4. C'est ça qui va générer l'intensité de la couleur jaune en fait. Si le diamant n'a pas d'azote, il peut être totalement pur, sans azote. Ça va être le type 2A. Là, vous aurez un diamant sans couleur, un diamant très cher, très coûteux. Mais vous pouvez avoir aussi du bore qui va se substituer au diamant, dans le diamant au carbone, pardon. Et dans ce cas, le diamant, il va être bleu, comme le fameux bleu de France, le diamant Hope dont je vous ai parlé au début. Ensuite, dans le manteau, en profondeur, il peut y avoir de la déformation plastique. Et cette déformation plastique va conférer au diamant une couleur. La couleur peut être brune, elle peut être rose, pourpre ou rouge. Et enfin, une autre, jusqu'à grise, pardon. C'est la déformation qui donne au diamant cette couleur. Et la dernière raison, ça va être l'irradiation. Vous savez, il y a des endroits où il y a de l'irradiation naturelle. Ça peut donner au diamant, par exemple, la couleur verte. Où trouve-t-on les diamants sur Terre ? Dans des très très vieux massifs, qu'on appelle les cratons. Et donc, il y a plusieurs gisements, il y en a beaucoup, des gisements de diamants localisés ici sur cette carte. Alors évidemment, historiquement, l'Afrique du Sud, ici, l'Afrique aussi, en URSS, enfin en Russie, pardon, au nord de l'Europe, le Canada et l'Amérique du Sud. Il y en a aussi en Australie. À l'heure actuelle, le plus gros producteur de diamants mondial, c'est le Canada. Et ils font énormément de prospection. Ils en sont à un stade où maintenant ils vont carrément chercher, les mines de diamants sous la neige, sous les neiges éternelles et sous les glaces. Et c'est eux qui produisent le plus. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces massifs qui renferment les diamants sont très très anciens. Ils ont été datés à plus de 2,5 milliards d'années jusqu'à à peu près 0,8 milliards d'années. Ça veut dire que les diamants que vous avez aujourd'hui à la surface de la Terre, vos bijoux, sont des objets très très respectables puisqu'ils sont très très âgés. Ils ont quelques milliards d'années. Alors, où trouve-t-on les diamants exactement? Comment on les a eus à la surface?
Ben, le diamant, c'est un grand voyageur. En fait, il nous arrive directement de l'intérieur de la Terre. Hein. Et un peu comme ce professeur, hein, Lindenbrock, que Jules Verne avait inventé, qui était descendu par la cheminée d'un volcan pour visiter l'intérieur de la Terre, le centre de la Terre, et qui était ressorti par la bouche du Stromboli. Hein. Et ben, le diamant, c'est pareil, il est sorti par la bouche des volcans, pas n'importe quel volcan. Ce sont des volcans qu'on appelle des volcans de type kimberlite. Bon, tout simplement parce que la première fois que ça a été mis en évidence, c'était en Afrique du Sud à Kimberley, donc on a donné le nom de kimberlite à ces laves particulières et à ce volcanisme particulier qui est un volcanisme très ancien et qui était un volcanisme très très explosif, c'est-à-dire que ça venait de très très loin en profondeur. La lave remontait à des vitesses supersoniques, hein, c'était avec beaucoup de gaz, beaucoup de CO2, des laves très très riches en éléments potassiques, en magnésium, et ça ramenait tout ce qu'elle a rencontré sur son passage, en particulier les diamants qui étaient dans des cratères. Donc voici ici une mine à ciel ouvert, c'est la cheminée d'un volcan en fait qui a été creusée. Alors j'ai choisi la mine d'Ekati au Canada parce que justement ce sont eux les plus gros producteurs de diamants. Et voici comment ça se présente, hein. Vous pouvez le voir dans les différentes expositions, je crois que j'ai mis une photo d'ailleurs. Voilà, ça c'est le diamant qui a été exposé à l'exposition Pierres précieuses du Muséum d'histoire naturelle l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez visité, et donc voilà, le diamant il est en place, accroché à la roche, c'est comme ça qu'on le trouve. Donc ce volcanisme il est très ancien, je vous le disais, puis il était surtout très explosif, donc voici par exemple une autre kimberlite, celle-là n'a pas de diamant, et voici une lame mince de la kimberlite qui a été faite, alors la lame mince elle fait 2 cm, là c'est 20 cm à peu près, et vous voyez c'est une grosse poubelle en fait, c'est un conglomérat avec plein de choses, et dedans il y a les diamants. Ici on voit l'échelle géologique, avec l'époque de formation des diamants dans les cratons, entre vous voyez, hein, jusqu'à 4,2 milliards d'années. Et là, l'échelle s'arrête à 1,5 milliard d'années. Il y a des diamants un petit peu plus récents, mais bon, 1,5 milliard d'années, c'est bien. Et le volcanisme, ce volcanisme-là, il a existé entre 2,8 milliards d'années et jusqu'à la dernière éruption qui a été datée d'un volcanisme de type kimberlitique, c'est 30 millions d'années. Et heureusement pour nous, parce qu'on avait beaucoup de mal à survivre dans un monde où il y avait ce type d'éruption volcanique. D'ailleurs, les dinosaures, ils n'ont pas dû trop aimer ce type de volcanisme. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication de l'intérieur de la Terre, je vais juste faire un petit rappel sur notre globe terrestre. Notre Terre, c'est un monde, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, qui nous est inconnu. Alors qu'on est aujourd'hui capable de faire des mesures géologiques sur Mars avec des petits robots, on ne connaît toujours pas l'intérieur de notre planète. Pourquoi? Parce que nous vivons à la surface de la Terre et nous ne sommes pas capables de forer à plus de 15 km technologiquement. Ensuite, nous avons quand même la chance d'avoir des roches de profondeur qui nous sont exposées à la surface de la Terre parce qu'il y a eu les montagnes, il y a eu la tectonique des plaques, il y a eu les plissements. Donc on a des roches peut-être jusqu'à 80 km de profondeur, quelque chose comme ça. Après, on n'a plus rien du tout. Les seules sondes que nous ayons de l'intérieur de la Terre, c'est par exemple la mesure des ondes sismiques, la vitesse de propagation des ondes dans la Terre, ou l'expérimentation au laboratoire. Et je vais vous en parler dans un instant. Mais sinon, eh bien, on n'a aucun moyen, on n'a pas les roches de l'intérieur de la Terre. On ne peut pas les voir et on ne peut pas aller les chercher. Pourtant, la Terre fait quand même 6400 km de diamètre, de rayon. Elle est rocheuse jusqu'à la discontinuité ici de Gutenberg, qui est à la limite entre le noyau et le manteau, à 2900 km. Donc c'est de la roche jusqu'à 2900, mais nous, on connaît que les 80 premiers kilomètres, en gros. C'est à peu près ça. Ensuite, c'est du métal, avec une graine solide et un noyau liquide autour, qui crée la dynamo, et qui, grâce à cette dynamo, et grâce à ce champ magnétique d'ailleurs, et qui est la vie sur Terre. Donc voilà, la question que les scientifiques se posent, oui, quelle est la minéralogie du manteau? Alors le manteau supérieur, qu'on appelle aussi la lithosphère, uniquement pour son sommet, on le connaît à peu près, on connaît sa minéralogie, c'est la péridotite, hein, essentiellement de l'olivine, que vous appelez péridot souvent en géologie. Hein, et puis du pyroxène, et puis tout autre, du grenat, d'autres minéraux. Mais au-delà, par exemple à la zone de transition, à partir de 400 km de profondeur, ici, là, on ne la connaît pas, la minéralogie. On l'a imaginée, on l'a déduit, on l'a refabriquée au laboratoire, mais on ne l'avait jamais vue. On sait qu'à 410 km de profondeur, par exemple l'olivine, qui est la phase principale du manteau supérieur, n'est plus stable. On sait qu'elle se transforme. Elle devient un autre minéral,
c'est-à-dire qu'elle change de système cristallin. Vous savez, il y a 7 systèmes cristallins hein, dans l'univers. Elle en choisit un autre. Elle devient de la wazléite. Puis, à 660 km de profondeur, elle se décompose à nouveau et elle devient, enfin, elle se change à nouveau. Elle devient un autre polymorphe de haute pression qui est de la ringoudite. Et ensuite, quand on arrive à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, à 660 km de profondeur, oui, alors la wazléite, la ringoudite, c'est à 550 km de profondeur que se produit la transition. À 660, c'est la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et là, on a d'autres phases minérales qui apparaissent. Et ces phases minérales, on ne les a pas à la surface de la Terre. Les diamants ont le bon goût de se former un petit peu partout, en profondeur dans la Terre. Donc si à la faveur d'un volcanisme de type bernite, ils sont ramenés à la surface, eh bien ils vont nous donner des informations sur la minéralogie, la chimie de l'intérieur de la Terre. Alors, comment on a su, de la même façon, comment on a su d'où provenaient les diamants? Parce que je vous dis, voilà, je vous dis, vous croyez, les diamants proviennent de telle profondeur, de telle profondeur, de telle profondeur, mais comment on a su? Eh bien, on l'a su grâce à leurs inclusions. Donc, je vous disais tout à l'heure, nous, on aime étudier les crapauds, on aime étudier les diamants qui ne sont pas vides, qui ne sont pas purs, qui ont plein de choses à l'intérieur, parce qu'en fait, le diamant, lorsqu'il se forme, il emprisonne ce qu'il y a autour de lui. Et il ramène des informations, des petits morceaux, des petites capsules du manteau avec lui à la surface de la Terre. Ici, ce sont 2 magnifiques diamants de notre collection, avec une inclusion de grenat. Alors, ces 2 diamants font à peu près 2 mm hein, de taille, parce que l'échelle avait disparu. Ici, ce sont des olivines. Donc là, ce sont des manteaux, clairement des minéraux du manteau. Ces diamants-là, qui ont été trouvés à Santa Elena, au Venezuela, ce sont des diamants alluviaux. Ils proviennent de cratons, ils proviennent de la lithosphère. Pas de très très profondément. Ces diamants-là, qui viennent de l'école du musée des mines ParisTech, pareil, ils ont piégé des jolis minéraux. Ici, ce sont des olivines. Et dans celui-ci, dans ce diamant-là, qui fait lui aussi quelques millimètres, c'est du pyroxène que nous avons trouvé. Donc voilà, des minéraux profonds, emprisonnés dans le diamant, bien préservés, qui n'ont pas bougé. Et donc la chimie reflète la chimie du manteau et la minéralogie du manteau. Alors, comment on les analyse? Parce qu'évidemment, quand Jean-Claude me donne un diamant, il me le prête, en fait. Je n'ai pas le droit de l'abîmer, de le découper. Enfin, il faut que je me débrouille pour l'étudier, mais il ne faut pas que je l'abîme, parce qu'il faut que je le rende après. Donc, on a des méthodes qu'on appelle des méthodes non invasives, des méthodes de caractérisation in situ, qui vont nous permettre d'étudier les minéraux qui sont enfermés dans les diamants. Parmi ces méthodes, il y a ce qu'on appelle la spectroscopie Raman. La spectroscopie Raman, c'est une spectroscopie vibrationnelle, c'est-à-dire que l'on va placer notre minéral sur la platine d'un microscope et à l'aide de cet objectif, on va focaliser ici sur la petite inclusion d'olivine un petit rayon laser. Alors on va faire attention avec la puissance du laser pour ne pas l'abîmer. Et ce laser va exciter les molécules, il va les faire vibrer. Et chaque minéral a sa réponse à lui, à la vibration. C'est-à-dire que les liaisons moléculaires de l'olivine, dans l'olivine, vont émettre un spectre caractéristique. Ici, donc un spectre, on appelle ça Raman shift, hein, c'est en centimètres-1, c'est un nombre d'ondes. En fonction d'une intensité, il va y avoir des bandes qui vont correspondre à certaines liaisons interatomiques. Et ce spectre-là, il est caractéristique de l'olivine. Voici ici une base de données internationale qu'on utilise souvent, c'est la base RUF. Si je tape minéral olivine, il va me sortir le spectre caractéristique Raman de l'olivine. Je compare avec mon spectre et je dis, ah ouais, c'est ça, c'est de l'olivine. Ça pourrait être du pyroxène, ça pourrait être du grenat, ça pourrait être n'importe quel autre minéral. Tous les minéraux sont tabulés, sont dans cette base de données. Alors ce qui est intéressant, c'est que parfois on ne trouve pas le spectre. Et là, c'est super, parce que ça veut dire qu'on a trouvé un minéral qui n'était pas connu. Et ça arrive tous les ans, on découvre des nouveaux minéraux dans les diamants. Une autre méthode que l'on utilise aussi au laboratoire, hein, à l'IMPNC, c'est la diffraction de rayons X. Je ne vais pas vous faire un cours de diffraction de rayons X, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste, juste le principe. On va disposer notre minéral sur cette petite aiguille là-haut. Ici, vous voyez, il y a un tube qui emmène les rayons X et qui va aller se focaliser sur le minéral. Et la spectroscopie, la diffraction de rayons X, elle va caractériser le système cristallin. Elle va caractériser la maille cristalline du minéral. Donc, à la fois son système cristallin, mais aussi les distances interatomiques. Et ça, c'est pareil, c'est la carte d'identité d'un minéral. Donc,
Le faisceau incident va se diffracter sur les plans cristallins du minéral. Et selon une loi qui s'appelle la loi de Bragg, il y a un rayon qui va être diffracté avec un angle particulier. Et ça va aller frapper ici une plaque image, comme un appareil photo, hein, une plaque image qui est le carré qui est au-dessus ici. Et on va obtenir un cliché. De ce cliché, on peut déduire un diffractogramme, c'est-à-dire un diagramme qui va nous donner l'intensité du rayon lumineux, donc le nombre de plans en fait, hein, en fonction de l'angle avec lequel ce rayon lumineux est arrivé. Et ça aussi, c'est caractéristique du minéral. Ici, j'ai repris l'olivine, la forstérite, Mg2SiO4, le péridot-magnésium. Donc avec ces méthodes qui sont non invasives, non destructives, on peut connaître la nature de l'inclusion qui est dans le diamant. Il y en a d'autres, hein, des méthodes, mais je vous ai choisi les plus caractéristiques, les plus utilisées. Ensuite, on peut avoir, comme Jean-Claude est gentil, des fois il me dit, bon, celui-là, tu as le droit de le préparer, tu peux l'abîmer. Donc on peut faire du polissage. On va polir le diamant pour mettre à jour, à l'air, l'inclusion que l'on souhaite étudier. Parce qu'on aimerait bien connaître aussi sa composition chimique, par exemple. Donc ici, au laboratoire, nous avons une polisseuse spécifique. Ici, vous voyez, il y a un petit diamant qui est en train d'être poli. C'est un disque métallique qui a été imprégné de diamant, parce que le seul moyen de polir du diamant, c'est de polir contre du diamant. Et donc, si on oriente bien le diamant, selon ses faces les plus tendres, eh bien, on peut faire un polymiroir d'un des diamants de la collection et étudier ses inclusions. Nous avons au laboratoire une autre méthode pour étudier les inclusions des diamants. C'est un polisseur ionique, cette fois. Donc ici, vous en avez la photographie. Hein, on l'a au laboratoire, dans notre laboratoire de microscopie. Hein, c'est Imen et Steph qui s'occupent de cet appareil. Et donc ici, vous voyez, vous avez 3 rayons lumineux qui sont des rayons d'argon. Et on va polir avec des rayons rasants d'argon l'échantillon. Et on va ainsi faire un polymiroir et descendre l'épaisseur. Donc par exemple ici, un autre diamant de Sant'Elena qui avait des inclusions d'olivine à l'intérieur. Nous l'avons poli, comme ça, avec cet outil. Donc là, il est à la place où se focalisent les 3 rayons violets. Ici, vous voyez, on voit d'ailleurs la marque des rayons qui arrivaient. Et on a fait ainsi un polymiroir en mettant à jour l'inclusion d'olivine pour pouvoir l'analyser. Et voici ensuite l'outil que l'on va utiliser pour analyser ces inclusions. Comme ce sont des inclusions qui sont très petites, on va utiliser un microscope électronique à balayage. Donc ici au laboratoire, nous avons deux appareils en fait, qui sont 2 microscopes électroniques à balayage, mais celui-ci en plus, il a aussi un FIB, un Focus Ion Beam. Je vais vous en parler dans un instant. C'est également un moyen de préparation pour les micro-échantillons cette fois-ci. Alors voilà, je vous ai dit, le diamant, il nous permet de faire un voyage au centre de la Terre. Il nous ouvre des fenêtres. Et ces fenêtres, ce sont les inclusions dans l'intérieur de la Terre. Alors si je récapitule un petit peu les progrès qui ont été faits ces dernières années sur l'étude des diamants et de leurs inclusions, parce qu'il y a énormément de groupes dans le monde entier qui étudient les inclusions dans le diamant. C'est un vrai Graal ce truc. On cherche l'inclusion la plus profonde évidemment. Donc nous avons bien sûr les diamants qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont les diamants lithosphériques, c'est-à-dire ceux qui viennent des cratons. Donc soit les diamants fibreux avec toutes leurs inclusions, soit les diamants monocristallins avec leurs petites inclusions ici de grenat, les diamants polycristallins aussi comme les carbonados, je n'ai pas mis de photo. Et puis on va dans le monde qui nous est interdit, le manteau profond. Et ici, on a donc cette zone de transition dont on ne connaissait pas la minéralogie autrement que par l'expérimentation ou en étudiant certaines météorites. Et les minéraux qui se trouvent dans cette zone de transition, par exemple la wadzéite, on n'en a encore jamais observé de la wadzéite terrestre. On n'en a pas trouvé encore. Par contre, en 2014, il y a une équipe canadienne de l'université d'Alberta, menée par Graham Pearson, qui a trouvé ce diamant. Dans ce diamant qui ressemble à rien, il est vraiment pas beau, on ne dirait pas que c'est un diamant. Il a trouvé une toute petite inclusion ici, qui fait 80 microns. Et ça, c'était de la ringwoodite. C'était la première fois, donc c'était quand même important, 2014, ça a été une vraie révolution ce papier. Il a publié dans Nature d'ailleurs. C'était la première fois qu'on rencontrait une ringwoodite terrestre. Mais en plus, cette ringwoodite avait le bon goût d'être pleine d'eau. C'est-à-dire qu'il a utilisé les méthodes non invasives de caractérisation de ce minéral, de cette inclusion. Il a utilisé la spectroscopie Raman, bien sûr, c'est comme ça qu'il a su que c'était de la ringwoodite. Il a aussi utilisé la spectroscopie infrarouge, qui est une autre méthode vibrationnelle, et qui permet de doser combien se trouve d'eau, H2O, plus exactement OH, dans le minéral. Et dans ce minéral, il a trouvé qu'il y avait 1,2% poids d'eau. C'est-à-dire que pour 100 grammes
de ringoudite, il y a 1,2 g d'eau. Et ça, c'est énorme. Parce que si vous calculez 1,2% poids d'eau sur toute l'épaisseur là, de la zone de transition où la ringoudite est stable, si vous faites l'hypothèse que toutes les ringoudites, elles ont plus de 1,5% poids d'eau ou 1,5% poids d'eau, vous mettez plus d'eau dans la zone de transition que vous en avez à la surface de la Terre. Tout simplement parce que le volume est énorme. Donc, ça a montré, ça a été une véritable révolution, ce papier, parce que ça a montré qu'il y a bien un cycle d'eau profond dans la Terre. Alors, ce ne sont pas des océans, hein, comme Jules Verne le disait, on ne se balade pas en bateau dans la Terre pour aller de l'Islande jusqu'à l'Italie, hein, c'est pas comme ça dans la Terre. Elle est dissoute dans les minéraux, mais elle est là, cette eau. Il y a réellement un cycle d'eau profond dans la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour les géologues. Nous travaillons beaucoup là-dessus parce que ça explique les propriétés rhéologiques de la Terre. D'autres inclusions ont été trouvées plus profondes. Par exemple, il y a très longtemps, messieurs Harlow et Davis ont trouvé les phases caractéristiques du manteau inférieur. C'est-à-dire que cette ringoudite, quand elle passe 660 km de profondeur, elle n'est plus très bien, elle ne se sent pas bien, elle se dissocie en deux minéraux différents, sous l'effet de la pression et de la température. Elle devient du ferropériclase et de la bridgemanite magnésienne, qu'on a rebaptisée, enfin de la pérovskite magnésienne qu'on a rebaptisée la bridgemanite récemment. Donc voilà, ces deux minéraux, ici, la bridgemanite et ici le ferropériclase, ont été trouvés dans un diamant. Récemment aussi, en 2016, Médéric Palot a trouvé un gros ferropériclase dans un autre diamant, associé à de l'eau, à une phase aqueuse cette fois, pas dissoute, de l'eau vraiment. Mais la découverte la plus intéressante qui a été faite récemment, c'est celle d'Oliver Schoner, dans ce diamant ici, diamant africain. Il a trouvé des inclusions de glace, mais pas la glace 1 qu'on a à la surface de la Terre. Il a trouvé de la glace 7, c'est-à-dire une glace qui ne peut se former qu'au-delà de 20 gigapascals de pression. Une glace qui se forme dans le manteau inférieur à très très haute pression, qui existe par exemple sur Jupiter. Il l'a trouvé dans le diamant. Il a prouvé aussi que dans le manteau inférieur, très très profondément, à plus de 700 km de profondeur, il y avait de l'eau libre, liquide cette fois-ci. En petit volume bien évidemment, tout petit, mais présente quand même et stable. C'était des découvertes très intéressantes et très importantes. Donc je vous l'ai dit, les inclusions nous renseignent sur la provenance du diamant et la minéralogie de l'intérieur de la Terre. Mais la question qu'on se pose et sur laquelle je travaille maintenant depuis assez longtemps, c'est comment les diamants se forment dans la Terre. Quelle est leur source? Quel est le mécanisme de cristallisation des diamants en profondeur? Est-ce que c'est le même mécanisme pour tous les différents diamants que l'on a dans la Terre, les diamants monocristallins, les diamants fibreux, les diamants polycristallins? Ou est-ce que ce sont des processus différents? Et est-ce que ce sont les mêmes jus, les mêmes produits? Est-ce que c'est une transformation solide, graphite qui devient diamant, carbonate qui devient diamant? Est-ce qu'on fait appel à des fluides avec de l'eau par exemple? Ou est-ce que c'est une transformation depuis des carbures? Il faut savoir qu'au laboratoire, on est capable de faire du diamant avec tout ça. Il y a tellement de recettes pour faire le diamant que c'est compliqué de savoir comment ça se passe dans la Terre. Alors il y a quand même deux choses importantes, deux papiers anciens, des études anciennes qui ont donné des bonnes idées. La première, c'est l'étude d'Oded Navon qui a été faite en 1988. Il a étudié les diamants fibreux. Il a étudié la composition de toutes ces petites inclusions qui sont dans ce diamant. Alors ce diamant-là, c'était un cotide, c'est-à-dire qu'il a un cœur monocristallin enrobé d'une couronne de diamants fibreux, laissant penser quand même que c'était peut-être les mêmes processus de croissance pour les deux diamants. Et il a dit que, effectivement, c'était la composition de ces petites inclusions fluides et solides qui donnait la composition du jus duquel se formaient les diamants. Et il a défini les diamants comme étant métasomatiques, c'est-à-dire se formant dans des fluides. Et plus personne aujourd'hui ne conteste cette hypothèse que les diamants sont, au moins les diamants lithosphériques, ceux de la on va dire du manteau supérieur, se forment dans des fluides. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est communément admise et qui n'est plus discutée. Au même moment, ou quelques années plus tard, 10 ans plus tard, une équipe de Russes, monsieur Yuri Palyanov, qui est le spécialiste de la croissance artificielle de diamants, de la croissance de diamants dans le laboratoire, a montré qu'on pouvait fabriquer du diamant à partir de carbonate, d'eau et de graphite. Et effectivement, c'est communément admis que ces composés doivent être présents pour pouvoir former du diamant. Par contre, la question qu'on se pose, c'est quelle est la source du carbone? Est-ce que c'est plutôt le carbonate ou est-ce que c'est plutôt le graphite? Ça, on ne savait pas trop. Donc nous, on a pas mal travaillé là-dessus. Alors, comment on a fait?
On est parti de l'idée de dire, si on veut savoir comment les diamants se forment dans la Terre, il faut fabriquer des diamants qui sont comme les diamants terrestres, avec les mêmes inclusions. Si on arrive à reproduire vraiment la réalité, avec les mêmes inclusions, eh bien on aura gagné, on saura comment les diamants, ou du moins on aura des bonnes idées de la façon dont les diamants se forment dans la Terre. Donc pour ça, on a utilisé des grosses presses qui s'appellent des presses multi-enclumes pour générer au laboratoire la même pression et la même température que celle qui règne dans la Terre, à l'endroit où se forment les diamants. Donc là, pour l'instant, on a ciblé nos études sur les cratons, c'est-à-dire 120 km de profondeur. Alors avant d'entrer dans le détail de ces expériences, je voudrais juste faire un petit point. Je pense que vous vous rendez tous compte de ce que c'est que d'augmenter la température, l'eau bout à 100 degrés, ça brûle déjà. La lave qui sort des volcans, elle est à 1200 degrés. C'est cette lave rouge qui s'écoule comme à Hawaï ou au Piton de la Fournaise à La Réunion. 1200 degrés, c'est énorme, 1200 degrés. Et le diamant, pour se former, il faut qu'il y ait au minimum 1200 degrés. Et au-delà. C'est même mieux si ça va plus vite si la température est plus élevée. Mais il lui faut aussi de la pression. La pression, c'est cette force par unité de surface que l'on ressent, par exemple, quand on fait de la plongée sous-marine. Si vous descendez à 10 mètres de profondeur, vous allez ressentir une pression de 1 bar. Si vous prenez votre bouteille de gaz, autrefois on se chauffait au gaz, ça existe encore, nous au laboratoire aussi, on a des bouteilles de gaz, la pression c'est 120 bars dans les bouteilles de gaz. Le fond de la fosse des Mariannes, à 10 km sous la surface des océans, c'est 1000 bars. Et 1000 bars, ça correspond à 0,1 gigapascal si je change l'unité et je parle en unité internationale qui est le pascal. Donc 1000 bars égale 0,1 gigapascal. Le centre de la Terre, c'est 300 gigapascal. Pour faire du diamant, il faut travailler au minimum à 6 gigapascal. C'est-à-dire 60 fois plus qu'à 10 km au fond de l'océan, dans la fosse des Mariannes. Donc il faut générer des pressions immenses. Il faut des forces considérables pour pouvoir générer de telles pressions. Donc la seule solution qu'on a au laboratoire, c'est de travailler avec des micro-volumes. Par exemple, si je chaussais un éléphant avec des talons aiguilles, eh bien, au bout de cette surface, talon aiguille toute petite, je pourrais générer une pression qui pourrait aller jusqu'à 1,6 gigapascal. Et pour faire mon diamant, il faut que j'aille 6 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour travailler à très très haute pression, déjà on va utiliser des matériaux très très durs, mais on va travailler sur des surfaces très très petites. Ça veut dire que notre unité de volume, à nous, ça va être le diamètre d'un cheveu. On va générer des échantillons, on va synthétiser des diamants qui ne seront pas plus gros que le diamètre d'un cheveu. C'est-à-dire 80 microns, 20 microns. Ça va être ça notre unité. Donc on va avoir besoin aussi de méthodes pour observer nos échantillons parce qu'on ne pourra pas les voir à l'œil nu. Alors comment on fait? On va utiliser donc cette presse multi-enclume que je vous ai montrée, dont on va reparler. On va tester plein de recettes de cuisine différentes parce que finalement le géochimiste c'est un cuisinier. On essaye des recettes jusqu'à ce qu'on ait pu faire le diamant qu'on voulait. Donc dans une capsule de platine, qui est ici, là, qui fait 3 mm au départ, sur 2 mm de diamètre, on va mettre les échantillons, les composés que l'on pense être les bons ingrédients pour faire nos diamants avec des inclusions. On va mélanger aussi des noyaux de diamants. Ça, c'est juste pour nous simplifier la vie, parce qu'on va mettre des noyaux, puis ça va pousser dessus. On espère faire pousser le diamant dessus, ça sera plus facile à étudier. Et puis on va mélanger du graphite, des carbonates, comme l'ancienne étude de Yuri Palganov. Et puis on va rajouter des silicates de différentes compositions, parce que dans la Terre, le silicate, la roche, c'est pas toujours la même. Et on va rajouter du fluide. Et l'hypothèse que nous avons faite, c'est que les diamants fibreux contiennent bien la sauce, le jus qui permet de faire tous les diamants de la Terre. Donc, ce sont des fluides qui sont très riches en eau. Donc, on a mis 50% d'eau dans nos systèmes. On a fermé cette capsule, on la scelle avec des soudures, en gardant bien l'eau à l'intérieur. Et ensuite, on va disposer notre capsule dans le trou d'un petit octaèdre, avec ici des petits cylindres autour en graphite, parce que ça, c'est pour chauffer, c'est le four, en fait. Les fours sont en graphite. Et cet octaèdre, on va aller le disposer ici, entre des cubes. Alors, il y a 8 cubes, en fait. Ici, vous voyez les 4 premiers. L'octaèdre, il est là. Et ces cubes, ils sont tronqués. Ils n'ont pas de coin. Ça veut dire qu'il y a un jour qui est fait entre les 8 cubes pour que l'octaèdre puisse être disposé. On le voit mieux ici. Vous avez les 8 cubes. Vous avez votre octaèdre. Ici, c'est le thermocouple pour mesurer la température à laquelle on travaille.
Et on va remettre une couche de 4 cubes dessus. Et quand c'est fermé, c'est comme cela. On soude, on colle. Mais ce que vous remarquez ici sur la photo, c'est que les cubes ne se touchent pas. Et quand on va mettre ce gros cube composé des 8 et de l'octaèdre dans la machine, on va pousser et les cubes vont se rapprocher les uns des autres. Et ce faisant, ils vont générer la pression qui va permettre d'atteindre les 6-7 GPa voulus dans l'échantillon. Ici, vous voyez, on a disposé notre assemblage de 8 cubes sur les mâchoires de la presse. Ici, vous voyez en haut les mâchoires de la presse. Et quand la presse se referme, on génère une très grosse pression. C'est une très grosse machine qui est capable de fermer très très fort. Et c'est comme ça qu'on peut travailler dans la pression qui règne dans le manteau. Et chauffer aussi, bien sûr, avec un four en graphite. Une fois que l'expérience est terminée, on récupère notre petite capsule de platine qui a réduit considérablement de volume, à peu près 50%. On l'ouvre et on récupère ce que ça donne, ce qui s'est passé. Donc là, à gauche, donc, vous avez les diamants de départ. À droite, les diamants d'arrivée. Et là, grossi. Vous voyez, ils ont totalement changé de forme. Au départ, ils ressemblaient à rien. Et là, vous avez fait un octaèdre. Donc, vous avez bien fait pousser du diamant. Avec le jus qui était dans la capsule. Alors, voilà d'autres exemples de diamants que l'on fabrique dans ce type de sauce, de jus. Et là, c'était très intéressant parce que l'on voit qu'on fabrique aussi des tout petits diamants. C'est-à-dire qu'on fait croître spontanément du diamant dans le fluide et on en fait aussi croître sur les noyaux qu'on a mis au départ. Donc ça marche, même s'il n'y avait pas les noyaux de diamant, on ferait quand même du diamant, mais on ferait des tout petits diamants encore plus difficiles à étudier. Ce qui est intéressant, c'est quand on observe la surface de ce diamant-là, ce que l'on voit, c'est qu'il piège les inclusions pendant qu'il pousse. C'est vraiment le processus de formation des inclusions. Là, par exemple, ce sont plein de petits minéraux de carbonate qui sont en train d'être piégés dans le diamant pendant qu'il se forme. Ici, ces petites pyramides, ici, ce sont des petits diamants qui eux-mêmes sont piégés dans le gros diamant qui est en train de pousser. Et on a pu piéger comme ça différentes phases minérales. Donc, on a réussi à générer, avec ces expériences, différents types de morphologie de diamants. On a fait des diamants monocristallins qui poussent comme ça, là, par exemple, ici. On a fabriqué des petits diamants octaédriques. On a fabriqué des agrégats de diamants octaédriques, et ça, c'est du diamant polycristallin. Et on a fabriqué aussi des formes tubulaires dans le diamant, et ça ressemble beaucoup au diamant fibreux. Donc, en fait, on a réussi à générer, dans nos expériences, avec pourtant la même cinétique, toutes les formes de diamants que l'on observe. Alors, comment on fait maintenant pour aller regarder dans le diamant s'il a bien piégé des inclusions? On va utiliser cet appareil dont je vous ai parlé tout à l'heure, le FIB, pour faisceau d'ions focalisé. C'est un appareil qui permet, avec un faisceau focalisé d'ions de gallium, de découper des échantillons microscopiques. Donc ici, vous avez l'intérieur de la chambre à échantillons. Vous avez ici les électrons qui vont permettre d'avoir une image MEB, comme les images que je vous ai montrées à l'instant. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Ce sont des images obtenues par MEB, par microscopie électronique à balayage, parce que l'échelle, vous voyez, là, c'est 5 microns. Donc, on ne peut pas regarder avec un microscope optique ces échantillons, ils sont beaucoup trop petits. On a besoin d'un microscope électronique à balayage. Et ici, nous avons un faisceau qui nous envoie des ions de gallium et qui va découper l'échantillon. Donc, au fur et à mesure qu'on découpe, voilà l'image MEB nous montre l'inclusion. On découpe encore, c'est un peu plus gros. On découpe encore, c'est encore plus gros, et c'est ainsi qu'on va découper notre échantillon sous vide, dans le MEB en fait, dans le microscope électronique à balayage. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc on va réussir à faire, à partir de notre gros noyau de départ en haut à gauche, là, on va faire une tranche. Et dans cette tranche, regardez, on a piégé de très grosses et très belles inclusions. Donc ça marche, on a fait des inclusions. Et ces inclusions, elles ont une minéralogie que l'on peut comparer avec la minéralogie qu'on avait mis au départ dans l'échantillon. Et on peut essayer ainsi différentes minéralogies. Donc cette petite tranche-là, ici, on va aller la prendre. On a pour cela un micro-manipulateur dans la chambre à échantillons du MEB. C'est Imen Estève qui fait ça, vraiment, elle fait des miracles. Elle arrive à attraper les petites plaquettes de diamants. Ici, on voit notre plaquette. On va la déposer sur un support. En général, on utilise un wafer de silicium, ici.
Et on va la mettre à plat pour pouvoir après l'étudier et étudier ces inclusions qui sont là. Alors voici un exemple assez caractéristique de ce qui s'est passé pendant l'expérience. On voit ici, j'ai tracé un trait en pointillé en orange qui délimite une couronne d'inclusion. On voit toutes les inclusions, on les voit, il y en a des blanches, il y en a des grises, qui se sont formées pendant l'expérience. Et le diamant, il a poussé après. Ça, c'est la forme du noyau initial. Les inclusions se sont piégées à la surface du noyau initial au début de la croissance, et le diamant a continué à pousser pendant l'expérience, piégeant aussi d'autres inclusions après, là il y en a par exemple. Mais il en a piégé beaucoup sur la surface initiale du noyau qu'on avait mis au départ dans l'expérience, dans la capsule. Donc voilà, il a poussé tout autour. Il y a bien eu de la croissance sur site. On appelle ça de la croissance par épitaxie. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est ouais, mais est-ce que vous êtes bien sûr que ça c'est du diamant? Après tout, on pourrait se poser la question. Alors on a bien évidemment étudié. On a fait une lame FIB, une lame très très fine. On est allé sur ce diamant-là, on a creusé pour extraire une partie de cette surcroissance qu'on est allé chercher avec une aiguille, voilà ici, qu'on a aminci et qu'on a étudié. On en a fait la diffraction pour vérifier que c'était bien du diamant. Donc voici les images de diffraction qui ont été faites, pas avec un microscope électronique à balayage, ça a été fait avec un TEM, un microscope électronique à transmission. Mais c'est la même chose, c'est de la diffraction. Et ici, nous avons un cliché de diffraction qui est caractéristique du diamant. De même orientation que le diamant du noyau de départ. Donc on a bien fait une croissance parfaite de diamant, ici du diamant monocristallin, dans cette expérience. Pendant l'expérience, donc on a fait pousser ce diamant. Ce même diamant qui a piégé aussi des inclusions. Ça a été estimé la vitesse de croissance là Alors oui, la vitesse de croissance, oui, parce que les expériences, elles ont duré 6 heures. C'est cool. En 6 heures, on peut faire pousser 10 microns de diamant. D'accord. À haute température. Par contre, la vitesse dépend de la température. Si vous travaillez à 1200 degrés, il va vous falloir une semaine. Mais si vous travaillez à 1600 degrés, il vous faut 1 heure, ça suffit. Alors voici un autre exemple caractéristique de diamant qui a piégé des inclusions. Je vous ai montré tout à l'heure la surface du diamant qui mangeait des petits minéraux pendant qu'il poussait. Ce diamant, on l'a coupé. Voilà, on l'a ouvert. Et ici, on a mis en évidence des inclusions, mais des polyinclusions en fait, plein de phases, multiphasées. Voilà, ici, une image un peu plus grossie encore. Vous voyez, là, c'est 1 micron. Hein, c'est vraiment tout petit. Donc, ça veut dire que, oui, ce diamant, lui, c'est ça, c'est le diamètre d'un cheveu. Et donc, on voit qu'on a des trous et des minéraux différents. Quand on les a analysés avec le microscope électronique à balayage, on a mis en évidence plein de phases différentes. Du rutile, de la phingite, donc un silicate. Les petites inclusions de diamants, les petites inclusions qui se piégeaient, que je vous montrais sur la surface, du nouveau diamant. De la cohésite, forme de haute pression du quartz, c'est la silice, SiO2, et des carbonates. Mais surtout, on a mis en évidence des vacuoles qui n'étaient pas géométriques, donc ce n'est pas des minéraux qui auraient été arrachés, par exemple. C'était vraiment du vide. Le diamant, il a piégé du fluide. Il a piégé les 50% de fluide qu'on met dans l'expérience, il les a piégés aussi en tant qu'inclusion. En même temps qu'il a piégé des minéraux. Ça veut dire qu'on a fabriqué les inclusions qu'on trouve dans les diamants fibreux en faisant du diamant monocristallin. Donc c'est bien le même jus, la même composition qui permet d'avoir les différents diamants. Et c'est vraiment un processus probablement quand même de cinétique parce que les inclusions on les piège pas partout, on les piège à la faveur de certains endroits, mais en tout cas c'est pas des compositions différentes qui vont vous donner les différents diamants que l'on a dans la lithose. Voilà. Donc ici, je vous mets un exemple des diamants qu'on a ouverts. Il faut savoir que pour préparer un diamant comme ça j'en ai pas parlé, mais c'est des semaines et des semaines de travail. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire ces polices. Ça a l'air facile, comme je le dis, mais c'est très, très long pour couper le diamant. Donc voilà, des diamants dans lesquels on a piégé des inclusions. Avec au départ des compositions qui étaient donc du carbonate, de l'eau, des silicates et du graphite. Et quand on a changé la composition du silicate de départ, on a changé la composition silicatée des inclusions qui étaient piégées dans les diamants. Donc c'est bien le fluide COH qui est le fluide générateur des diamants. Et selon l'environnement, on va avoir une composition silicatée différente.
Dans la nature, par exemple, on a différents types d'inclusions pour les diamants lithosphériques. On a les inclusions de type péridotique, dans lesquelles on va rencontrer eh bien, la minéralogie de la péridotite. Mais on a aussi des séries qui sont appelées des séries éclogitiques, dans lesquelles on a d'autres minéraux, d'autres familles de minéraux. On peut générer les différentes familles de minéraux comme cela, selon la composition silicatée qu'on va prendre au départ pour faire notre expérience. Donc ma conclusion, c'est que dans la lithosphère, tous les diamants se forment dans des fluides similaires. Dans la lithosphère, je ne parle pas de la profondeur, c'est très compliqué quand on descend en profondeur. Qu'ils soient monocristallins, fibreux ou polycristallins. Voilà, ce sont des fluides hydratés, silicatés, carbonatés. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce qu'il a été observé des combinaisons, puisque là vous faisiez intervenir silicate-carbonate, des combinaisons entre ces deux composés? Uniquement silicate-carbonate. Silicate-carbonate, et qui auraient formé d'autres, finalement, d'autres inclusions. Alors, parce que là on a vu qu'il y avait des évolutions dans les silicates. Oui. Dans les carbonates, je ne sais pas. Mais alors oui, dans les carbonates, il y en a aussi. En fait, j'ai joué avec les 3 carbonates et je change à chaque fois. Oui, mais la combinaison des deux. Est-ce que ça a donné d'autres minéraux? Non, en fait, la composition du carbonate ne va pas affecter la composition du silicate, si c'était ça la question. Okay. Non, ça n'a pas changé la minéralogie du silicate. J'ai une question par rapport à un gros diamant qui avait défrayé la chronique là, il y a quelques semaines. Dans les médias, on a parlé d'un gros diamant noir qui a été vendu une fortune, c'était en dizaines de millions d'euros. Et moi, tel que je l'ai vu, ça me paraissait être du Bort ou je sais pas. Ouais, on fait toute une histoire pour ça, mais qu'est-ce qu'il en est? Alors, je sais pas, je crois qu'il était monocristallin quand même. Il était monocristallin. Il est monocristallin. Ouais. C'est pour ça. Parce que si ça avait été du Bort, il n'aurait pas été. Parce que je l'ai vu, il était opaque finalement. Oui, il est opaque, mais effectivement, on a des diamants qui sont opaques. Et monocristallin. Monocristallin. D'accord. Emmanuel Frisch, d'ailleurs, nous en a prêté un il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, dans ce cas-là, ouais, c'est assez inestimable, le diamant noir aussi. Oui, j'ai parlé des diamants roses et des diamants bleus, mais c'est vrai que les diamants noirs aussi sont très gros. Okay. Celui-là, surtout parce qu'il était gros. Il était très gros. Oui. Est-ce que vous connaissez les travaux des gens de l'école normale qui sont baptisés géodynamiciens et qui montrent, non, peut-être si. Et qui montrent un peu le circuit qu'il peut y avoir entre justement le manteau inférieur et la surface, et à partir de ça, ils expliqueraient justement l'expansion, ils prévoyaient l'expansion océanique, etc. J'ai lu ça par hasard, c'est sorti pour la science d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Alors oui, ce sont des travaux très anciens en fait, il y a beaucoup d'hypothèses, avec des histoires de cellules de convection, de choses comme cela. Effectivement, on pense qu'il y a de la convection dans le manteau qui va générer, déjà des tectoniques des plaques, et que donc c'est dû à la différence de température entre le noyau et la surface de la planète. Et après, alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse du manteau tout ouvert, mais avec un filtre au niveau de la zone de transition, avec différentes cellules de convection. Oui, effectivement, ce sont des travaux, on n'a pas encore de vraies réponses, mais on a des modèles de convection mentale. Je ne travaille pas du tout là-dessus, mais oui, bien sûr. J'étais surpris, ils sont baptisés géodynamiciens. Effectivement, c'est de la géodynamique. Oui. Alors, oui, la géodynamique, c'est un mot qui existe depuis très très longtemps. Maintenant, les géodynamiciens, c'est amusant. J'ai vu là, vous aviez une carte où vous présentiez la répartition des diamants dans le monde. Et il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que dans l'Erzgebirge, là, dans les monts métallifères, ils ont trouvé du diamant. Et je ne pensais pas qu'il y avait un pipe qui a été trouvé là-dedans. Alors, attendez. Vous êtes passé dessus à un moment. Je l'ai déjà passé? Oh, pardon, je suis allée trop vite. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Voilà. Oui, mais Erzgebirge, en Allemagne, je ne savais pas qu'il y avait du diamant. Ah oui, alors en fait, c'est parce que ma petite légende a disparu. Vous voyez, il y a un petit triangle rouge. C'est des diamants dont je n'ai pas parlé. Ce sont les diamants de métamorphisme de très haute pression. C'est des micro-diamants, en fait, qui sont en inclusion dans les minéraux des schistes bleus, des roches de très très haute pression. Et effectivement, dans Erzgebirge, ils ont trouvé beaucoup de micro-diamants. C'est pas du tout exploitable. C'est pas des mines de diamants, mais c'est des gisements où il y a du diamant naturel. Mais ils sont tout petits, ils font quelques microns, ces diamants. Ils se sont formés quand même dans les conditions du métamorphisme. Oui.
En fait, on a réussi à montrer la formation de diamants à des pressions qui étaient jusqu'à 4 GPa seulement. On arrive à former du diamant, en fait, dans des conditions qui ne correspondent pas au diagramme de phase du carbone entre le graphite et le diamant. Plus bas. Est-ce qu'il y a des catalyseurs avec? Ouais, des histoires de cinétique, des catalyseurs. Tu as peut-être des Il y idées, a aussi toi le aussi. fait qu'on peut se retrouver dans des conditions de cisaillement et non Et plus aussi. de compression. Et quand tu cisailles, tu C'est vrai. replies les feuilles de graphite. Et quand ça se replie, ben, ça Voilà. peut faire des diamants. Et entre autres, on trouve des diamants, par exemple, dans les freins de roues d'avion. Ah oui. Parce que Il y a ce on est dans processus-là, des effectivement. conditions de cisaillement et non pas de pression hydrostatique. Il y a ça, et il y a aussi les diamants qui se forment dans des fluides, puisqu'il y a par exemple une dame, une italienne, qui s'appelle Lucia Maria Fresotti, qui a énormément travaillé sur les diamants de haut métamorphisme, et elle a mis en évidence qu'ils se formaient dans des fluides aqueux très. Là, il n'y a pas de cisaillement du coup, puisque tu as le fluide, c'est hydrostatique. Mais ce que tu dis est exact aussi, hein, il y a les deux processus. Voilà. Donc, quand il y a le petit triangle, c'est du métamorphisme. En fait, c'est pas des grosses mines de gros diamants. Oui, oui. Voilà. Mais ils sont observables quand même Au microscope. au microscope. On les voit au microscope. Il n'y a pas besoin d'un microscope électronique à balayage pour les voir. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai deux petites questions. Donc, vous avez dit que les diamants changeaient de couleur lorsqu'ils étaient soumis à de la déformation plastique. Ouais. Quelle est l'interprétation? Est-ce que ce sont des déformations plastiques importantes? Bah là, je suis pas spécialiste de la déformation plastique. Tu peux répondre, Jean-Claude, toi, ou elles sont importantes pour changer la couleur? Non, parce que c'est- On passe de jaune au c'est rouge. tout un monde, hein, la C'est un déformation. sujet qui est encore beaucoup étudié, mais Ouais. les formations plastiques, tu as des écarts par rapport au cristal parfait. N'importe quel écart par rapport à un cristal parfait va te faire des niveaux des niveaux dans le gap. Et alors après, pour modéliser ça, c'est pas facile. c'est pas Alors, très il y a certains défauts qui sont bien caractérisés. On sait telle dislocation va donner tel truc. Après, c'est entre autres sur les diamants rouges. Hein. On sait grosso modo que c'est certainement dû à des comment dire, des macles, hein, des parois de macles, mais bon, Ah oui, d'accord. après les calculs, c'est bien de le dire, mais après il faut faire les calculs et On a encore justifier beaucoup comme ça. beaucoup à On apprendre. hein. attribue ça aux parois. Comment On attribue ça aux parois de Mach, effectivement. Ah, d'accord. Mais est-ce que c'est en présence de défauts colorants, d'impuretés? Non, il n'y a pas Ah non, il n'y d'impureté. a pas d'impureté. Alors, bon, dans ce Parce cas-là, que ça, les impuretés, on les connaît. Hein. oui, mais alors dans ce cas-là, le gap du diamant, c'est 5 électronvolts. Je le vois mal quand même changer au point de... Je crois que tu es plus spécialiste que Bon, moi. j'imagine sur ce qu'il y a des sujet. contraintes, mais s'il y a des petites impuretés, elles Peut-être aussi. Ça. vont dépendre du champ cristallin qui, sous pression locale, le champ cristallin n'étant pas le même, la coloration ne sera pas la même non plus. Mais il faut quand même qu'il y ait des impuretés. Alors, donc il y a quelques Juste. impuretés. Oui, juste le cristal pur, je ne sais pas. Il faudrait demander à Emmanuel Frisch qui travaille aussi là-dessus. J'ai une autre petite question. Donc, l'image en microscopie électronique en transmission, il y a des domaines avec des variations de contraste. Oui. Donc, en fait, il y a des sous-joints. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors, j'ai pas détaillé parce que j'avais pas trop le temps, mais effectivement, on avait des. Alors, excusez-moi, je vais doucement parce que je vais pas le passer trop vite. Tout à l'heure, j'ai raté. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, déjà, il y a cette zone-là, 3 et 4, c'est le diamant de départ. D'accord. Et ici, on a des zones polycristallines, en fait. C'est des tout petits cristaux de diamants qui sont en train de... En fait, la personne avec laquelle je travaillais m'a parlé du phénomène de mûrissement d'Ostwald pour expliquer. Ça fait d'abord des tout petits diamants et après, ils grossissent, ils se joignent entre eux et ça devient du diamant complet. Voilà. Et donc, ce sont des petits joints de grains, en fait. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. C'est ça? Merci. Vous êtes spécialiste des joints de grains. Oui. Alors, est-ce que dans ces structures cristallines, là, par cisaillement, est-ce qu'on retrouve de la lonsdaléite? Non. Non, mais je crois que la lonsdaléite, j'arrive jamais à le prononcer, pardon. Il faut vraiment générer de très très haute pression pour l'avoir. C'est le diamant d'impact météorique, par exemple. Ben, il avait diamant même de choc. été disqualifié
Il y a la chaoïte aussi. La lanthaléite avait été disqualifiée en disant qu'en fait, c'était des défauts de macles d'empilement D'accord. Oui, alors, qui donnaient l'impression qu'on avait de la lanthaléite, et qu'en fait, c'était du cubique diamant avec des défauts d'empilement assez effectivement, oui, j'ai entendu parler de réguliers. Et cela. après, dans certaines expériences, dans des manips, dans du silicium ou du germanium, là où il y a des contraintes de cisaillement très importantes, localement, très localement, au voisinage de la zone de cisaillement, on a de la structure lanthaléite. D'accord, d'accord, mais je vous crois. Mais dans les expériences que nous faisons, on est à trop basse pression pour parler de cette phase, si vous voulez. À 6-7 GPa, on est très très loin du domaine de stabilité de ce polymorphe de haute pression du diamant. Donc je peux absolument pas vous répondre par rapport à mes expériences. Et dans la nature, je pense qu'effectivement, comme le disait Jean-Claude, vous en savez plus que nous. J'ai une petite question. Quand vous mettez sous enclume donc votre capsule de platine, donc il va y avoir la formation de diamant. Et après, pour l'analyser, vous êtes obligé de relâcher la pression. Ah bah bien sûr. Et donc tout ce qui est inclusion fluide, ça pète pas? Oui, je les perds. Ouais, parce que alors quand j'ouvre la capsule, je vois le fluide qui s'en va. Oui. Bon, moi j'ai pas. Il y a des chercheurs qui ont des méthodes. Ils ouvrent leur sous-vide, leur capsule, ils récupèrent le gaz. Oui. Bon, moi je fais pas. On n'est pas équipé pour cela. Mais si vous voulez, effectivement, vous perdez l'intégrité du fluide. Sauf si un jour j'arrive à faire une plaquette avec des inclusions fluides à l'intérieur pour les étudier. C'était à un moment j'espérais pouvoir faire ça. Mais... sans que ça fasse éclater la petite surface qui reste au-dessus. Alors le diamant est quand même très solide, puisqu'il est capable de conserver des choses qu'il a piégées à 800 km. Ah oui. Alors, très honnêtement, les minéraux sont un peu modifiés. Il y a des rétromorphoses qui se font. Évidemment, c'est pas... la même pression. Évidemment. Ils gardent pas vraiment la pression du manteau inférieur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats qui sont faits en ce moment entre les scientifiques pour dire que quand ils observent, par exemple, des minéraux comme la valstromite, qui est une forme de pyroxène, ils prétendent que c'est une rétromorphose d'un minéral de plus haute pression, mais c'est pas sûr. C'est jamais vraiment sûr. C'est rare, mais par contre, le ferropériclase, on l'a trouvé, lui. Et la ringoudite, c'est pareil, elle était parfaite. Elle était bien préservée. Mais bon, la ringoudite, c'est 20 GPa. C'est 500 km de profondeur. Le diamant, il arrive à contenir ça. Au-delà, il a plus de mal à préserver. Mais oui, c'est pas si facile que ça quand même. Il faut faire quelques hypothèses parfois. Bon, c'est bon. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Alors, attends. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. Ça va? Est-ce que tu veux qu'on arrête ici? Oui, tu alors, arrêtes le record. Non, ici?